Marine Le Pen maintenant avec 89 députés. C'est la validation de sa stratégie de normalisation. Un score historique qui fait du Rassemblement national le premier parti d'opposition à l'Assemblée. La députée du Pas-de-Calais réclame donc la présidence de la très stratégique Commission des finances. Emmanuel Macron peut-il lui donner? Le président de la République voulait affaiblir les extrêmes. C'est raté. Marine Le Pen, première opposante. Jean-Luc Mélenchon ne le supporte pas. Il propose donc à ses alliés de constituer un groupe unique à l'Assemblée. Idée à peine évoquée et déjà retoquée par les Verts, les socialistes et les communistes. La NUP peut-elle survivre à ces divisions? Ce sera l'un des enjeux des prochaines semaines. Beaucoup de leçons à tirer, vous le voyez, beaucoup de questions à poser également. C'est parti pour 90 minutes de sens public. On commence par le rappel, vous voyez, de cette majorité introuvable et le résumé des faits majeurs de cette journée avec Cécile Sixon. À son arrivée à l'Assemblée, Gérald Darmanin garde le sourire. Le ministre de l'Intérieur est élu, mais la majorité présidentielle essuie une grosse défaite. Avec ses 245 sièges, Ensemble n'a pas obtenu de majorité absolue et va devoir composer avec d'autres groupes politiques pour gouverner. Nous travaillerons à construire une majorité d'action. Il n'y a pas d'alternative à ce rassemblement pour garantir à notre pays la stabilité et conduire les réformes nécessaires. En ligne de mire, les 61 députés LR qui ont fermé la porte cet après-midi à tout pacte ou coalition. Nous conduirons, comme nous l'avons toujours fait, en opposition responsable, c'est-à-dire en étant force de proposition sur chacun des textes qui seront proposés et nous présenterons une série de propositions sur les différents sujets qui sont les sujets de préoccupation des Français. Face à la majorité présidentielle, la surprise vient du RN. Avec 89 sièges, le parti de Marine Le Pen revendique la première place d'opposant et promet de jouer ce rôle dans l'hémicycle. Est-ce que Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut? Non, la réponse est non. Clairement, ce matin, c'est non. Et tant mieux, c'est-à-dire la retraite à 65 ans, je pense que c'est une réforme enterrée, ainsi que toute une série d'autres mesures que souhaitait mettre en place Emmanuel Macron et qui, en réalité, étaient toxiques pour les Français. Jean-Luc Mélenchon veut aussi peser comme principal opposant et propose de transformer la NUP, qui a obtenu 131 sièges, en un seul groupe politique à l'Assemblée. Chacun peut faire sa rentrée des classes comme il veut à l'Assemblée nationale, mais le signal qui sera envoyé au pays, c'est un bloc. Nous sommes un bloc, nous sommes une alternative. Une alternative déclinée par ses alliés socialistes, écologistes et communistes. Emmanuel Macron et la majorité introuvable, voilà le thème de notre tout premier débat. Et finalement, le sujet qu'on vient de voir de Cécile Sixou pose... on a vraiment le sentiment que le temps médiatique, le temps politique va de plus en plus vite. C'était le cas avec cette journée particulièrement riche. Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Catherine. Frédéric Potier, expert associé à la Fondation Jean Jaurès, auteur de ce thriller politique La Menace 732. C'est publié aux éditions de l'Aube. Jean-Philippe Dubrul, vous êtes directeur d'études à l'Institut de sondage IFOP. Bonjour, bienvenue à vous. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique. Bienvenue Mathieu. Catherine, alors on ne va pas commenter les résultats d'hier, si évidemment, mais il s'est passé quand même pas mal de choses aujourd'hui. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée, vous Catherine? De savoir qui va être le leader de l'opposition et est-ce qu'on est dans une situation qui nous conduit au chaos. Et donc, je pense que c'est un peu les deux questions qui se jouent. Moi, je ne crois pas que les LR resteront sur une position de fermeté et de fermeture. En fait, leur programme, on a bien vu que Valérie Pécresse n'a pas convaincu parce qu'elle était trop proche, au fond, idéologiquement et programmatiquement d'Emmanuel Macron. Donc je ne vois pas qu'ils mettent le pays dans une situation de graves difficultés et tensions. Donc aujourd'hui, il faut monter les enchères et ils finiront par trouver un accord avec Emmanuel Macron. Reste qu'il faut construire des oppositions parce qu'en démocratie, il faut des alternatives. Et donc là, du coup, se joue la question de qui sera la première force d'opposition. Et c'est vrai que Marine Le Pen a fait une entrée en force fracassante hier. Et que donc la gauche maintenant est au défi de s'organiser face à cette situation. Jean-Luc Mélenchon fait une proposition, c'est peut-être pas la seule possible. Oui, on verra et ça sera l'un des thèmes de notre débat, forcément. Frédéric Potier, il y a eu beaucoup de voix qui se sont exprimées aujourd'hui, sauf celle d'Emmanuel Macron, c'était peut-être trop tôt, mais évidemment tout le monde attend ce qu'il va faire, quelle peut être sa stratégie, sa réponse à ce qui est quand même, on peut le retourner dans tous les sens, une très lourde défaite, je le disais en titre. Une lourde défaite, un tremblement de terre qui sera suivi probablement de petites répliques au gouvernement,
à l'Assemblée nationale, d'abord au gouvernement, parce qu'il y a un remaniement qui se profile. Il va falloir remplacer les 3 ministres battus. Il y avait un certain nombre de portefeuilles qui étaient laissés vacants sur le logement, sur le numérique, sur les anciens combattants. Et donc il y aura peut-être un premier pas, une première stratégie qui consistera à élargir un tout petit peu cette majorité, peut-être en allant débaucher des élus divers gauche, divers droite, des UDI, mais il n'arrivera pas à une quarantaine de sièges ou les 45 qui vont lui manquer. Donc après, il aura 2 stratégies, voire 3. L'alliance des LR, moi je ne suis pas forcément convaincu par le ralliement des LR, mais bon, on verra. Une autre stratégie qui est passée par le 49.3, mais on sait que c'est un usage limité. Qui maintenant est limité. Qui maintenant est limité. Ne l'était pas à l'époque Michel Rocard lors d'une dernière situation similaire. Une forme de passage en force une fois par session. Et puis la dernière stratégie, c'est la godille. C'est-à-dire sur chaque texte, c'est trouver des soutiens à gauche, à droite. Donc évidemment, ça ne va pas être un long fleuve tranquille. Jean-Philippe Dubault, je commence par la question désagréable. Ensuite, je serai que sympa avec vous. Il y a 89 députés du Rassemblement national et aucun institut de sondage les avait placés si haut. Il y avait donc un vote caché du RN. Nous, on a eu sur ce plateau, et vous en faisiez partie, des représentants des instituts qui étaient toujours prudents sur les projections en siège. C'est aussi une demande des médias de faire des projections en siège. Mais comment vous expliquez le décalage quand même ? Alors, pour répondre très rapidement à ce que vous dites déjà d'entrée, un vote caché RN, non. Aujourd'hui, on ne se cache plus de voter pour le RN, même pas pour Reconquête d'Éric Zemmour. Le vote caché, vu comment nous recueillons la parole des individus, c'est-à-dire par Internet, sans enquêteur, sans personne qui va vous juger, finalement, fait que le vote caché n'existe plus. Alors, comment on explique le décalage ? Maintenant, les projections, comme vous le disiez, sont un exercice extrêmement périlleux. Et puis, ensuite, il y a un examen à faire de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire de la manière dont on conçoit la politique. C'est-à-dire que, en tant qu'institut de sondage, notre métier, c'est de recenser tous les futurs possibles, finalement, en matière politique. C'est un peu, je vais faire une petite référence cinématographique, mais c'est un peu comme dans Avengers, quand le Docteur Strange scanne absolument tous les futurs possibles et trouve celui qui va marcher. Eh bien, c'est un peu notre métier là-dedans. Et donc, des futurs possibles où le Rassemblement national aurait pu tutoyer les 100 sièges, je vais vous dire très franchement, c'était envisagé. Mais, eu égard au plafond de verre, que le RN a toujours connu, eu égard au comportement jusqu'ici. Il restait des bribes de fonds républicains. Cela fait donc que les hypothèses que nous avons mises sur la table étaient un RN au maximum à 50, peut-être un peu plus. C'est-à-dire vous n'avez pas osé croire à l'hypothèse qui mettait un RN à 90 sièges. Tout à fait. Et le vote des Français d'hier a confirmé la mort clinique du Front républicain, tout simplement. Quand vous aviez des duels En Marche versus Rassemblement national, eh bien vous avez des électeurs de gauche qui pour la plupart sont restés à la maison. Quand vous aviez des duels NUP versus RN, vous avez la majorité des électeurs Marche qui sont restés à la maison. Donc le Front républicain n'existe plus. La campagne finalement était très axée sur la NUP de Jean-Luc Mélenchon et la majorité présidentielle. Et finalement on a un vote RN qui s'est faufilé, l'air de rien, et à qui on n'a jamais barré la route, ni dans la campagne, ni dans les urnes. Mathieu, on va ouvrir avec vous un chapitre plus spécifique dans ce premier débat consacré à l'exécutif, au président de la République. C'est pas simplement une défaite électorale, selon vous ? Non, d'abord, c'est pas la première défaite électorale qu'enregistre le président de la République. Des municipales, régionales, où il a fait chou blanc en passant par les européennes, où il s'est fait, rappelons-le, ravir la première place par le Rassemblement national. Le président a déjà connu des échecs électoraux. Mais ceci ne prêtait guère à conséquence pour la suite, d'une certaine façon, au point que certains dans l'entourage du chef de l'État parlaient de ces scrutins défavorables comme des vulgaires obstacles à enjamber. On disait on a enjambé le scrutin, et voilà, ça portait pas à conséquence d'une certaine façon. Cette fois-ci, ça n'a rien à voir. Car la déroute de dimanche, elle change durablement la donne pour le président. D'abord, sa faculté à gouverner et à légiférer, bien sûr. C'est pas impossible, mais c'est quand même bien plus difficile, on vient de le dire, avec une majorité relative. Emmanuel Macron voulait imprimer sa marque sur l'histoire, en réformant la France comme elle ne l'avait jamais été au cours de son second quinquennat, en s'attaquant à des chantiers auxquels personne n'avait osé s'attaquer. Ses ambitions sont largement contrariées depuis dimanche. Et puis c'est toute sa méthode, toute sa façon de présider, c'est-à-dire de fonctionner, qui est aujourd'hui caduque. Tout ne pourra plus se décider d'en haut avec un Parlement qui ratifie derrière. Il va devoir apprendre à consulter, à négocier, bref, à composer. On ne sait pas si ça fait partie de son tempérament. C'est en tout cas pas ce qu'il a montré depuis 5 ans. Il l'avait promis toutefois entre les deux tours, il faut le rappeler, cette fameuse nouvelle méthode, mais on attend encore de voir. Oui, et puis là aussi, il y a l'humain. Il a perdu des femmes et des hommes dans la bataille. Oui, et non des moindres dans son dispositif. Des fidèles, comme le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, le patron des marcheurs à l'Assemblée, Christophe Castaner, son homologue du MoDem, Patrick Mignonnet,
Mignola. Bref, des rouages expérimentés à un moment où la Macronie en aurait bien besoin. Et il n'est pas anodin d'une certaine façon que les parrains de la Macronie, que ce soit Édouard Philippe ou François Bayrou, ne siègent pas au Parlement, alors que le pouvoir aurait besoin de figures respectées, sinon craintes, au Palais Bourbon. Les législatives ont aussi envoyé au tapis des ministres qui étaient dotés de portefeuilles qui n'étaient pas des portefeuilles symboliques. La ministre de la Santé, c'est une priorité du quinquennat. La ministre de la Transition écologique, c'est dans l'architecture gouvernementale un rouage essentiel là encore. Et même, pour ne rien arranger, la première ministre qu'il a désignée il y a un peu plus d'un mois paraît sinon menacée, pour le moins très fragile. Certes, elle s'est fait réélire, mais avec un score qui est quand même maigrissime face à un inconnu, disait-on, de 22 ans. Et puis son profil, il faut le dire, ne paraît pas le plus adéquat pour justement concocter ces accords texte par texte de majorité. C'est pas un profil très politique, Elisabeth Borne, elle ne s'en cache pas. C'est plutôt une femme de dossier, une technicienne. Mais enfin, le plus embêtant, c'est que le nouveau rapport de force issu du scrutin a non seulement modifié le paysage politique, mais aussi de facto l'ADN du macronisme, si jamais il y en avait un. La présence massive de la NUPES lui ferme le couloir gauche, et il va le déporter mécaniquement sur la droite. Bref, le vieux clivage droite-gauche réapparaît, malgré lui, contre son gré. Et puis du coup, ça sonne le glas du haie en même temps, et de tout ce qui faisait l'originalité de son positionnement. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée? Je commence avec vous, Catherine Tricot. Vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, Emmanuel Macron condamné à pencher vers sa droite. Oui, je pense que son discours, d'ailleurs, son électorat a basculé. Il a rassemblé autour de lui, au premier tour de l'élection présidentielle, un électorat qui venait de la droite. Il a conservé une partie de l'électorat de la gauche, mais il a fait le plein. Son score relativement élevé, 28% plus élevé qu'attendu, et le faible score de Valérie Pécresse venait de finalement cette confusion des identités politiques entre son programme, son identité, je dirais, son ADN culturel général. Enfin, il est du monde de l'entreprise, il est du monde du management, de pro-business, etc. Et tout ça, ça a parlé à la droite. Et je pense, moi, que la godille ne suffira pas dans une période où, quand même, il y a des périls difficiles dans notre pays, avec l'inflation, les difficultés économiques qui pointent. Et donc, je ne crois pas qu'on va s'installer dans un système à la godille. Il va falloir trouver une forme de stabilité. Et on va rappeler les LR à leur responsabilité, à mon avis. Alors, rentrons un peu dans ce débat, parce que vous n'êtes pas d'accord, Frédéric Potier. Pourquoi vous n'y croyez pas à un ralliement LR? Parce que la ligne, pour l'instant, elle n'est pas de ce côté-là. Elle est pas très copéiste, on va dire, la ligne. Je crois que Catherine a raison sur l'homothétie d'idées. On voit bien qu'il y a une famille ou deux familles politiques qui peuvent se parler et qui ont beaucoup d'atomes crochus. La question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt des élus LR? On a bien vu Aurélien Pradier, qui est une des jeunes figures du Parti des Républicains, fermer la porte des dimanches soirs à une forme de ralliement. On a bien vu aussi Rachida Dati se positionner en perspective des élections municipales de 2026. Donc moi, je me demande quel serait l'intérêt de ces élus LR à venir faire ce rôle de force d'appoint. On peut avoir des débauchages individuels pour devenir secrétaire d'État, ministre, etc. Une adhésion en bloc d'une 60aine de députés, dont certains sont quand même très marqués à droite. Je pense à Ciotti, par exemple. Moi, j'y crois pas, mais je crois qu'on est dans un moment de mouvement politique où tout bouge, les plaques tectoniques bougent beaucoup et très vite. Mais c'est force d'appoint ou c'est OPA? Moi, mon hypothèse à moi, c'est que c'est une OPA. C'est-à-dire qu'en fait, compte tenu de la fragilité de l'ensemble, c'est qu'en fait, ils ont quand même, à l'intérieur de Ensemble, il y a deux forces de droite déjà installées, le Modem et Horizon, qui sont quand même deux hommes politiques de droite, et il y a les LR, et moi, de la suite de l'histoire, c'est eux qui ont les clés, et ils font... Donc vous dites c'est LR qui fait. Alors en général dans le monde économique c'est l'inverse. C'est pas le gros parfois. Oui, mais bon, en général celui qui a le plus d'argent, le plus de pouvoir. C'était le pari de Sarko. C'était le pari de Sarko. Mathieu. Question envers. Quel serait l'intérêt de LR de rester dans un groupe de 60 députés en se disant par je ne sais quel hasard ou miracle de la vie politique, je pourrais arriver en tête à la présidentielle en 2027. Alors que LR siège. Alors il va y avoir un conflit de lignes et certains pourront prôner l'union des droites et plutôt un accord avec le Rassemblement national, le vieux rêve d'Éric Zemmour que pourrait incarner Marine Le Pen et quelques ciotistes confirmés. Mais de l'autre côté, vous avez un grand paquebot vide dont le capitaine ne se représentera pas en 2027, avec toute une partie de l'appareil qui est un peu aujourd'hui dans les cordes, je le disais, des figures de cette majorité qui ne figurent pas à l'Assemblée.
tenter l'OPA, ça se vaut. Pour l'instant, mais c'est peut-être le début d'une négociation, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Pour l'instant, le premier mot qui vient quand Christian Jacob, l'encore président pour quelques mois du parti LR et les Républicains, il sort d'un comité stratégique, si je ne me trompe pas, et le premier mot qui vient, c'est quand même le mot opposition. On écoute. L'opposition est très claire, nous sommes dans l'opposition, au gouvernement et à Emmanuel Macron, que nous avons combattu pendant ces élections législatives, et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc il n'est pas question ni de pacte, ni de coalition, ni quelque accord de quelque nature que ce soit. En revanche, nous conduirons, comme nous l'avons toujours fait, une opposition responsable, c'est-à-dire en étant force de proposition sur chacun des textes qui seront proposés. Bon, on pourra ressortir cette réaction de Christian Jacob dans quelques semaines. On verra bien. Est-ce que vous y croyez, vous, à l'hypothèse, on va dire, croissant d'eau tricot? Vu ce qui a été exposé, les Républicains auraient tort de se priver de partir à l'abordage du vaisseau fantôme, puisque c'est ce que vous décriviez. Ils auraient bien tort. Mais ça suppose, si cette manœuvre doit être faite et réussir au moins en partie, ça suppose l'accord du patron du vaisseau fantôme, qui est Emmanuel Macron. Or, depuis, on a constaté l'absence de réaction d'En Marche, aujourd'hui, superbe silence. Si on se réfère à ce qui a été dit hier par Elisabeth Borne, ce qu'on a vu, c'est en dépit de la débâcle, en dépit de la bérésina, c'est une inflexibilité totale de l'exécutif. C'est-à-dire qu'aucune main n'a été tendue, alors que la majorité est plus affaiblie que jamais dans l'histoire de la Ve République. La majorité est plus affaiblie que jamais, mais aucune main tendue, aucune esquisse de compromis, de tentative de composition. C'est non, nous restons droits dans nos bottes et nous invitons, alors que nous sommes affaiblis, nous invitons les autres à se rallier à nous. Il y a quelque chose du déni là-dedans, pour le moment, même si on est au début des enchères et il est normal d'afficher chacun. Ouais, c'est ça, c'est une négociation qui démarre, c'est ce que vous nous dites. On est dans les postures et LR a tout à fait raison de son point de vue. On verra ce que donne l'histoire et s'ils font un deal ou pas avec Emmanuel Macron, mais ils ont tout intérêt à dire non, il n'en est pas question. Ils pourront dire après, finalement, nous en ferons preuve de responsabilité. C'est comme ça que ça se passe généralement. Et puis, ils feront dans une shopping list assez large où ils demanderont, qui sait, pourquoi pas Matignon, pourquoi pas des ministres clés, pourquoi pas la tête de certains ministres qui les ont trahis. Pourquoi pas la commission des finances? Parce que s'ils sont dans l'opposition, si aujourd'hui ils sont dans l'opposition, ils peuvent obtenir la commission des finances, puis basculer dans un accord. On verra bien. Woerth l'avait fait la dernière fois. Alors, oui, mais ça veut dire qu'à la commission il faudrait que la NUP... il suffit qu'ils disent qu'ils sont dans l'opposition pour pouvoir prétendre... Oui, mais c'est un vote, la commission des finances. Donc il faudrait que les représentants de la NUP votent c'est compliqué. On a un peu de mal à y croire. Mais je rebondis sur ce que vous disiez sur le côté un peu déni. Tiens, écoutez, Stanislas Guerini, c'était ce matin sur RTL. On va mettre les propositions du programme présidentiel sur la table. Et ce seront ces propositions qui seront discutées quand il s'agira de réindexer les retraites sur l'inflation, quand il s'agira d'augmenter le point d'indice pour les fonctionnaires, quand il s'agira de protéger nos concitoyens pour bloquer les prix de l'énergie. Elle ne se constitue pas, cette majorité, avec des étiquettes politiques. Elle se constitue autour de textes d'intérêt général. Et donc nous parlons là de mesures très concrètes et c'est avec cette philosophie que nous souhaitons avancer. Ouais. Une information que Isabelle Pincé, la rédactrice en chef de l'émission, vient de me souffler dans ce magnifique outil qu'on appelle l'oreillette. Le Conseil des ministres qui était prévu demain est repoussé. C'est bien ça l'information, Isabelle. Il était prévu demain et il est repoussé. Frédéric Potier, est-ce que vous employez le même terme que Jean-Philippe Dubrul? Est-ce qu'il y a un déni pour l'instant? Face au choc peut-être du résultat, ça arrive aussi dans nos vies. Quand on vit un drame, il y a une espèce de sidération. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un déni? Je crois qu'il y a une forme de traumatisme à l'évidence devant le choc des résultats et puis des défaites. Après, il y a peut-être aussi une part de stratégie. Alors, la stratégie d'évitement n'a pas été une bonne idée pendant la campagne, mais là, on sent se deviner quand même une forme de stratégie d'évitement au Parlement. Peut-être qu'en creux, il y a l'idée que, puisqu'on n'a pas de majorité, on va moins légiférer, on va moins déposer de textes de loi, on va les concentrer sur quelques grands textes
sur lesquels ça sera difficile de voter contre, notamment en matière économique, de soutien au pouvoir d'achat. Et puis, peut-être qu'il y aura quelques textes qui seront mis à l'agenda, au contraire, pour diviser la gauche. Je pense les textes peut-être sur la transition énergétique, sur la sécurité, où là, les dissensions entre les différentes familles de gauche peuvent ressurgir. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il y aura peut-être moins de textes. La mauvaise nouvelle, c'est que pour le débat démocratique, c'est pas sûr que ce soit une bonne chose. Tout le monde joue à l'idiot là quand même, hein, parce que on a Stanislas Guerini qui dit on va arriver avec nos propositions du programme présidentiel. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, ils sont pas d'accord puisqu'ils se sont présentés contre et on a obtenu le résultat qu'on sait. À l'inverse, l'opposition et notamment la France Insoumise dit oui, on est prêt à voter si jamais il y a le SMIC à 1 500 €, si jamais il y a le blocage des prix. Non, ça marchera pas comme ça, on le sait bien. Donc là, tout le monde se regarde en chien de faïence. C'est pas comme ça que ça marchera. Ça, c'est une stratégie du pourrissement. C'est montrer que c'est un blocage et qui, à terme, je dis pas tout de suite, pas dans un mois, pas dans 2 mois, mais au bout d'un an, par exemple, pourrait conduire le président de la République à dire c'est plus possible, regardez, j'ai fait la preuve par l'absurde auprès des Français que nous étions dans une forme de blocage politique et institutionnel, donc j'en appelle à la dissolution. Oui. Vous n'êtes pas constitutionnaliste, mais Emmanuel Macron, il peut dissoudre quand il veut, il y a un délai. Normalement, c'est 12 mois entre 2 dissolutions, mais il y a un petit débat entre constitutionnalistes pour savoir si l'élection menée à son terme, ce qui est le cas d'hier, est déjà ouvre cette période ou pas. C'est pas évident. Bon, en tout cas, on peut imaginer qu'il se passera du temps parce qu'il faut, et je rejoins ce que dit Mathieu, Catherine Tricot, pour proposer aux Français une dissolution, il faut d'abord faire la démonstration du blocage et de plusieurs blocages, non ? Mais moi, je ne crois pas que ce soit ça. Je ne dis pas que ce n'est pas le plan B. Mais je pense que le plan A, c'est pas la dissolution, c'est pas d'aller vers une crise de régime avec une impossibilité de gouverner, etc. Je pense quand même qu'il y a des enjeux aujourd'hui dans lesquels se joue à la fois la vie des Français, la place de la France dans l'Europe, la réponse face aux enjeux majeurs que l'on connaît, dont on vient de parler à l'instant, climatique, économique, etc. Je pense qu'il y a quand même, ils vont essayer de trouver une façon. Ils jouent pas simplement d'avoir des postes, ils pensent porter une politique et ils vont essayer de la mettre en œuvre et ils vont essayer de trouver des alliés pour faire ça. Là, je pense qu'ils gagnent du temps. Entre hier soir et ce matin, je comprends que ça flotte un peu, que Mme Borne hier soir était inflexible parce qu'elle n'avait pas grand-chose à dire. On peut le comprendre. Ça ne veut pas dire que ça sera la réponse pour le mois qui vient. Jean-Philippe Dubreuil. On parlait de dissolution. Si dissolution il doit y avoir, c'est blocage qu'il doit y avoir, mais blocage imputable à qui ? C'est-à-dire que pour qu'une dissolution vaille le coup, il faut que que la majorité puisse montrer clairement que le blocage est dû à l'opposition. Si, à l'inverse, l'opinion pense que le blocage est dû à l'entêtement de la majorité, la dissolution n'aura que l'effet de toute élection partielle ou élection refaite, c'est-à-dire confirmer ce qui a été fait avant. Donc voilà, c'est un jeu dangereux. Ce serait un jeu dangereux que cette dissolution, et ça implique un travail d'opinion et de mise en scène de l'affrontement politique. Pas simple. Mais est-ce qu'on peut imaginer Frédéric Pottier, des majorités, alternatives ou de circonstances ? C'est-à-dire, sur un texte, on va aller chercher des députés, écologistes et ou socialistes pour faire passer la loi sur l'urgence écologique, et puis à l'inverse, aller chercher une majorité plus à droite sur un autre texte de sécurité. Je caricature, mais est-ce qu'on peut imaginer ça ? Ah oui, c'est tout à fait possible. Le texte qui est déjà... sur le bureau de l'Assemblée sur la sécurité qui a été porté par Gérald Darmanin, ça sera très difficile pour les députés LR de ne pas le voter. À l'inverse, un texte qui porterait sur le développement durable, alors peut-être que les écologistes trouveront qu'il ne va pas assez loin, mais ça sera difficile aussi de voter contre. Donc bon, il y a la part des convictions, et puis après, il y a le jeu de rôle parlementaire aussi. Mais c'est possible avec un tel gap, parce que là, il manque 44 députés pour atteindre les fatidiques 289 quand même. Mais avec des abstentions par groupe, ça peut passer. Moi, je pense que ça marche sur des petites affaires. On peut gagner un peu de temps, encore une fois, comme ça. Mais enfin, bon, quand il s'agit de traiter la question des retraites, de l'éducation nationale, de l'hôpital, le budget de la France, etc., tout ça, on peut pas faire, ça peut pas être... Encore une fois, pour 3 mois... Jusqu'en septembre, ça peut le faire. Mais ça ne peut pas être un mode de gouvernement, de gouvernance pour la France durable. Il y a quand même un projet de loi de finances rectificative qui, pour cet été, je vois mal l'opposition prêter ses voix, prêter son concours à la majorité pour l'adopter. Le problème de ces passerelles, c'est qu'on a quand même des blocs qui sont assez étanches. Le Rassemblement national d'un côté, qui a décidé de ne pas faire de cadeaux, et c'est pas son enjeu. L'enjeu du Rassemblement national pour cette législature, c'est de se respectabiliser, se notabiliser, faire la preuve qu'il peut être une alternative enfin crédible. De l'autre, du côté de la NUPES,
j'ai peine à imaginer que les insoumis acceptent, bah oui, tiens, c'est une bonne idée, ou les écologistes, ah, ben pourquoi pas, on va voter sur le développement durable. Non, on a bien vu dans la loi climat, les écologistes étaient sur ça n'est pas assez, enfin il y en avait. Ils étaient très peu à l'Assemblée, donc c'était compliqué. Mais je veux dire, dans le discours, en tout cas, le projet de loi était nul et c'était le président de l'inaction climatique. On va voir si, moi je le dis souvent, mais est-ce qu'il y a une majorité de Playmobil telle qu'on avait caricaturée et décrite lors du précédent quinquennat, va succéder une opposition Playmobil qui votera non, quelle que soit la question, parce qu'elle a été proposée par Emmanuel Macron. Et c'est là où est-ce que chacun sera capable d'une forme de dépassement, ou est-ce que chacun restera campé sur ses positions? Si tel est le cas, je verrai le blocage paraît quand même assez inévitable, sauf alliance évidemment avec LR. Gros plan dans les minutes qui suivent dans ce débat sur la nouvelle union populaire, écologique et sociale. C'est l'une des informations importantes de cette journée. On a entendu un extrait dans le sujet d'ouverture de ce journal. Jean-Luc Mélenchon qui appelle à la formation d'un groupe unique pour la NUP à l'Assemblée. Il ne veut pas laisser au RN le statut de premier parti d'opposition. Je crois que nous devons être et rester une alternative unie. Autrement dit, la NUP devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement, de manière à ce que, sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que, dès lors, nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de la NUP. Catherine Tricot, il y a un peu d'arrière-pensée politique derrière cette déclaration, quand même. Oui, bon, il veut faire mettre tout le monde dans le même groupe et puis en garder le contrôle, puisque quand même, à l'intérieur de la gauche, c'est quand même l'AFI qui a la part du lion. C'est lui qui a donné un peu le là dans toutes les négociations. Il a imposé la répartition entre les circonscriptions. Il a quand même donné le cadre de l'accord, même le nom, on va dire. Nouvelle Union populaire, écologique et citoyenne, ça reprend le nom de la campagne de Mélenchon. Il est quand même le leader vraiment de ça. Et là, je pense qu'il propose un pas de plus. Ce que je trouve l'argument... C'est un piège politique pour ses alliés. Enfin, oui, c'est un argument qui tient pas tout à fait. Ça a été retoqué pratiquement en une heure de top chrono. Il y avait presque 100 députés de LR et on ne les a pas entendus comme première force politique d'opposition à Emmanuel Macron. C'était bien la France Insoumise avec ses 17 députés qui ont fait le plus de travail d'opposition. Donc le fait d'être le premier groupe d'opposition, d'abord, ils ont prévu de se coordonner. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le fassent pas, et ensuite ils vont devoir montrer leur capacité d'innovation, de proposition et de résistance pour pouvoir, mais ça se joue pas sur cette alliance-là qui ne peut pas passer. Les partis de gauche historiquement sont divers, on ne voit pas comment ils peuvent être tous réunis dans la même maison comme ça du jour au lendemain. Et puis Frédéric Pottier, j'y reviens, le choix il est impossible pour ses alliés. Alors lui, il se pose en rassembleur, très bien, mais soit ils disent non, on veut pas, ils l'ont dit très vite, donc ce sont les diviseurs, soit c'est venez vous dissoudre dans la NUP et perdre un peu beaucoup de votre identité. C'est quand même le choix impossible. Et c'est pour ça que ça ressemble quand même à un gros piège. Mais presque trop gros pour être vrai. Et c'est un peu trop gros pour être vraiment crédible, d'autant plus que je vois pas quel est l'intérêt ni au PS, ni chez les écologistes, ni au Parti communiste français, d'accepter cette proposition, parce qu'un groupe, ça donne du temps de parole, ça donne des experts, ça donne du droit d'interpellation du gouvernement, et donc je comprends que cette proposition a été retoquée tout de suite par Valérie Rabault au nom des socialistes et par d'autres. Ouais. Et d'ailleurs, on a vu le nombre de députés par groupe. Mathieu, c'est un aveu de faiblesse, de la part de Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il a deux déceptions. Ce matin, il n'a pas réussi l'objectif qu'il a vendu à son électorat, élisez-moi Matignon, non, il ne peut pas y aller parce qu'il est même très loin du compte. Et la deuxième déception, c'est que la France Insoumise, il pensait que ça serait le premier parti d'opposition représenté à l'Assemblée nationale et il se fait doubler par le Rassemblement national. Donc du coup, il y a une tentative autour d'un troisième tour un peu interne de récupérer la mise et de se dire nous sommes la première force, parce que pourquoi ? C'est pour des questions de prestige, je veux dire, de poids politique, mais aussi de moyens, de postes. Il y a la fameuse commission des finances, la présidence de la commission des finances qui est en jeu, qui est un poste
honorifique et politique de poids au Parlement. C'était soi-disant la commission la plus respectée dans le temps et son président a accès à tout un nombre de données, qu'elles soient confidentielles ou non, sur l'état de l'économie française, mais aussi sur la fiscalité, sur des choses comme ça. Donc c'est un poste stratégique. Et Jean-Luc Mélenchon, qui a un fin politique, veut pas que ce soit le Rassemblement national qui ramasse la mise. Donc il propose cet alliage un peu de dernier moment pour tenter de s'imposer comme une seule force unique. Oui, mais la logique pour le Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts ou le Parti communiste d'intégrer la NUP, c'était de garder la possibilité d'avoir chacun un groupe à l'Assemblée. Enfin, il ne faut pas oublier l'objectif initial. Oui, alors il y a l'objectif initial des partis, mais on peut aussi se dire que quand même, cette gauche unie, elle est quand même devant une difficulté profonde et structurelle qui va lui demander de l'invention. C'est-à-dire qu'il ne suffira pas de rassembler tout le monde sous la même étiquette pour répondre à la question qui est posée notamment par le fait que les jeunes ne sont pas venus voter et que dans les catégories populaires, on a voté pour le Front National. Donc cette question-là qui est devant l'ensemble des forces de gauche, il va falloir de la diversité, de la réactivité, de l'innovation, des audaces, etc. Et je ne crois pas, moi, qu'une seule réponse soit possible. Je pense que la gauche a besoin de cette diversité et d'ailleurs, tout le monde y est allé aussi pour cette raison-là. Oui, et d'une certaine façon, Fabien Roussel, le candidat communiste à la présidentielle, avait répondu par avance à Jean-Luc Mélenchon, puisque c'était hier sur France 3. Écoutez ce que dit celui qui a été élu député du Nord. J'ai déjà dit pendant la campagne que j'avais des différences et que je ne me retrouvais pas dans des propos qui pouvaient être tenus, notamment au nom de cette alliance. Parce que je le sens bien chez moi, là, dans cette France rurale, dans la campagne, qu'il y a des propos qui heurtent les Français et qui ne sont pas compris. Il faut que, justement, on arrive à rassembler l'ensemble des Français, l'ensemble de nos concitoyens, qu'ils soient de la campagne ou des grandes agglomérations, que l'on arrive à parler à toute la France. Or, je vois bien que l'Alliance, elle ne parle qu'à une partie de la France, à celle des grandes villes et pas à celle de la ruralité. Jean-Philippe Dubault, la demande d'unité, elle était forte, très forte chez les électeurs de gauche. Est-ce que les sympathisants socialistes ou verts ont pour autant envie, je reviens à la proposition de Jean-Luc Mélenchon, de se fondre dans un parti unique, quoi, alors là, en l'occurrence, dans un groupe unique? Alors, non, très simplement, parce qu'il y a encore des gens qui se définissent comme proches idéologiquement du PS, d'Europe Écologie Les Verts, du Parti communiste et par ailleurs de la France insoumise. Donc au sein du peuple de gauche, comme on l'appelle, il y a des sensibilités différentes, elles existent. Donc que la NUP finalement se divise en chapelles au sein de l'Assemblée nationale ne serait que logique par rapport à cette identification de l'électorat. Maintenant, il y a ce qu'on se sent comme identité et il y a ce qu'on veut faire, le registre de l'action. Or, les électeurs de gauche ont été vaccinés par les différents scrutins précédents et notamment par la présidentielle, ont appelé de leur vœu une union qui s'est concrétisée lors de ces législatives. C'est quand même le premier fait de ces législatives, il a eu lieu avant le vote, c'est cette union. Et aujourd'hui, finalement, l'habileté de Jean-Luc Mélenchon en mettant ses partenaires dans le fait accompli, en lançant ce ballon d'essai immédiatement retoqué, eh bien, c'est faire passer ses collègues, enfin ses partenaires aux yeux de l'électorat pour les responsables, oui, pour les diviseurs, parce que les électeurs de gauche, si vous voulez, en particulier ceux qui ne sont pas forcément au fait des rouages de l'Assemblée nationale, de la constitution des groupes, des moyens que ça débloque, etc. Vous êtes électeurs de gauche, vous souhaitez amener la gauche en nombre à l'Assemblée, et le lendemain de leur arrivée, ils commencent déjà à se crêper le chignon. C'est extrêmement frustrant. Donc il y a un espoir fort chez la gauche, même si Mélenchon n'a pas été envoyé à Matignon, il y a un espoir très fort qu'il ne s'agirait pas de décevoir. Ouais. Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas aussi une petite question de forme les alliés de FI qui veulent qu'il y ait un peu de démocratie interne au sein de la NUP, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Quand on négocie avec des partenaires, des alliés, des amis, des camarades, on le fait pas par caméra interposée généralement. Hein. C'est pas comme ça que ça se passe. On se réunit, on discute et puis ensuite on sort avec un communiqué. En tout cas, c'est comme ça que ça se passait dans le temps de l'histoire de la gauche. Quand on le fait par caméra interposée, c'est qu'on engage un rapport de force, on prend l'opinion publique à témoin et qu'on cherche exactement à faire ce que décrivait Jean-Philippe Dubault, c'est-à-dire c'est la faute des autres, c'est pas la mienne.
Donc voilà, et c'est refiler le mistigris de la défaite, entre guillemets, ou de l'incapacité de la France insoumise à réclamer ce poste, par exemple, de la présidence de la Commission des finances, mais aussi autre chose, en refilant le mistigris à ses alliés. Alors, on en reparlera de cette logique-là quand on parlera de motion de censure tout à l'heure dans notre second débat, mais je voudrais qu'on consacre la fin de cette première partie au Rassemblement national. Je le disais en titre, percée historique, le parti de Marine Le Pen remporte 89 sièges. Steve Jourdain, vous devez être juste là en coulisses. Bonsoir Steve, bienvenue à vous sur le plateau de Sens Public. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça change pour la formation d'extrême droite? Tout ou presque, Thomas, vous l'avez dit. 89 députés. 89 députés, c'est 3 fois plus qu'en 1986, date à laquelle le Front National avait obtenu pour la première fois un groupe à l'Assemblée nationale. C'était à l'époque au scrutin proportionnel. Alors, qu'est-ce qui se change aujourd'hui? Eh bien, Marine Le Pen va pouvoir créer un groupe parlementaire. Il faut 15 députés pour en former un. Pas de problème pour le RN qui en rafle donc 89. Le parti devrait même s'imposer comme le principal groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Et ça change beaucoup de choses pour Marine Le Pen. Écoutez. Nous demanderons tout ce à quoi nous avons droit, tout ce qui aurait été accordé au premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale. Donc la présidence de la Commission des finances, bien sûr, et une vice-présidence, bien sûr, parce que le groupe que nous avons, qui est encore une fois le premier groupe d'opposition de l'Assemblée, ne transigera sur aucun des moyens qui lui est accordé par la tradition ou par les règles républicaines pour pouvoir défendre les Français. Et puis Steve, concrètement, quelles sont les retombées de cette réussite électorale pour le Rassemblement national? De la lumière et des paillettes dans la vie de Marine Le Pen. Dans les mois qui viennent, le RN va être sous le feu des projecteurs. Il va pouvoir imposer ses thèmes à l'Assemblée nationale, dans les médias. Quand vous avez un groupe de 89 députés à l'Assemblée nationale, vous pouvez prétendre à l'un des 6 postes de vice-président de l'Assemblée nationale ou à l'un des 3 postes de questeur. Vous pouvez demander de siéger dans des commissions permanentes, ce qui permet d'avoir son mot à dire sur les textes examinés dans l'hémicycle. Et justement, Mathieu en parlait tout à l'heure, en ce qui concerne ces commissions, tout le monde lorgne actuellement sur la très stratégique présidence de la Commission des finances. Et enfin, avec un groupe parlementaire, vous participez à la conférence des présidents. C'est l'organe suprême qui organise la vie de l'Assemblée nationale et les travaux parlementaires, Thomas. Et donc les représentants du Rassemblement national seront plus visibles et on va plus les entendre aussi. Oui, c'est image et son pour Marine Le Pen. Avec ses 89 députés, le Rassemblement national aura un temps de parole dédié. Ça veut dire plus de temps pour exprimer ses positions, par exemple pendant les questions au gouvernement ou encore pendant l'examen des textes de loi. Il pourra aussi bénéficier de ce qu'on appelle un droit de tirage, c'est-à-dire qu'une fois par session, il pourra demander la création d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information sur le sujet de son choix. Et enfin, le Rassemblement national pourra une fois par mois fixer l'ordre du jour dans l'hémicycle, c'est-à-dire qu'il pourra déterminer les sujets qui seront abordés lors d'une séance. On a en tête par exemple un texte de loi sur la lutte contre l'islamisme, texte que Marine Le Pen avait considéré comme la priorité numéro 1 de la mandature à venir. Bref, c'est inédit. Thomas, le RN va jouer un rôle très important au Parlement dans les mois et années qui viennent. C'est peut-être l'un des grands enseignements de ce second tour. Merci beaucoup Steve Jourdain. Frédéric Pottier, Marine Le Pen qui va prendre la présidence de ce groupe RN à l'Assemblée. Voilà, c'est une étape supplémentaire, mais majeure, quoi. Il faut employer un autre adjectif, majeur, crucial dans la stratégie de banalisation. On y est, quoi. On y est parce que d'abord, c'est la fin d'une forme de plafond de verre. Ouais. Avant, le Front National faisait beaucoup de voix dans le quart nord-est, dans le quart sud-est, avec quelques élus. Là, il y a des élus en Gironde, il y a des élus dans l'Eure, il y a un carton plein dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude. Et donc, on a un Front National, un Rassemblement national désormais, qui est implanté dans de très nombreux endroits et qui n'est plus que sur quelques bastions. Et à cela, il faut ajouter dans les avantages d'avoir un nombre de députés important, c'est un avantage financier. Ça n'a pas été dit, mais en termes de financement public, je crois que le montant sera à peu près 10 millions d'euros par an pour le Rassemblement national. Donc, ça va pouvoir aider grandement le Rassemblement national qui avait quelques dettes à régler. Oui, évidemment, c'est tout sauf négligeable. Jean-Philippe Duboul, c'est intéressant de comparer 2017 et 2022 quand on voit les duels, la capacité du Rassemblement national à remporter des duels. C'est ça, tout à fait. On le voit à l'échelle de l'Assemblée, donc 89 députés qui débarquent contre beaucoup moins avant, c'est déjà visible. Voilà. Mais si on se penche sur ces duels en marche contre le Rassemblement national, on peut faire la comparaison avec 2017.
Je rappelle qu'Emmanuel Macron avait dit « votez pour moi pour que plus jamais les extrêmes ne montent ». En 2017, il y a eu environ 100 duels de second tour en marche contre le Rassemblement national. Sur une centaine, le Front national d'alors, on a gagné 7 sur 100. Cette année, hier, sur une centaine de duels également, 107 pour être précis, 50-50. Autant gagné par En Marche, autant gagné par le Rassemblement national. Donc c'est bien la preuve que, Emmanuel Macron a failli à son engagement de, lui, incarner le barrage au vote d'extrême droite, mais c'est aussi la preuve que c'est un parti, comme vous le disiez, qui s'est normalisé. Tout simplement, c'est un parti comme un autre, parfaitement représenté à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, Paul Sébille de l'IFOP a fait cet après-midi une projection des résultats du vote du second tour. Qu'est-ce que ça donnerait en vote proportionnel pur? C'est quasiment la même chose que ce qu'on a. C'est quand même assez édifiant. C'est-à-dire que le scrutin uninominal à 2 tours n'est plus un barrage pour l'extrême droite. On a quasiment une proportionnelle. En fait, l'Assemblée d'aujourd'hui, c'est comme si elle avait été élue à la proportionnelle. Le Front républicain, Catherine Tricot, c'est un mot du passé? Écoutez, là, en tout cas, il a clairement explosé. Je pense qu'il a explosé sous l'action de 2 éléments, c'est-à-dire la volonté de 60% des Français qui le disaient dans les sondages de battre Macron, c'est-à-dire voilà. Et donc, du coup, ils ont décidé que n'importe quel bulletin pouvait faire l'affaire. Donc, la République En Marche face à la NUP ou face au Front National, ils étaient en difficulté parce qu'il y avait la volonté de battre. Mais la deuxième chose, c'est quand même le fruit de cette campagne dans laquelle on a mis la NUP comme étant le grand danger que courait la France. Du coup, ça a laissé le Front National avancer tranquillement. Ça a mobilisé l'électorat de droite qui s'est dit « faut surtout pas que la NUP ait la majorité à l'Assemblée nationale » et que donc en traçant cette égalité de danger entre l'extrême gauche et l'extrême droite et en disant que finalement le danger d'extrême gauche était le plus pressant, on a surmobilisé la droite et ça n'a pas beaucoup mobilisé par contre l'électorat jeune et populaire en faveur de la NUP. Frédéric Pottier, on est là aussi pour tirer les enseignements de cette première journée post-scrutin. Marine Le Pen, elle est sur un registre, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, très républicain. C'est vraiment, je disais, le premier mot qui vient à la bouche de Christian Jacob, c'est opposition. Marine Le Pen, c'est République, quoi. Ah oui, elle est dans l'extrême banalisation. C'est-à-dire qu'elle explique que le Rassemblement national est un parti comme les autres, qu'il y a droit, d'ailleurs, c'est la pure vérité, en droit parlementaire, au même droit que les autres groupes parlementaires. Et donc, elle ne vient pas pour faire la révolution à l'Assemblée nationale, elle vient pour s'y installer et prendre date pour l'avenir. Qu'est-ce que ça ouvre comme perspective pour les prochains scrutins, Jean-Philippe Dubault, là, évidemment, je ne vais pas vous demander de m'annoncer ce que sont. Non, mais on a dit plafond de verre brisé, on a dit fin du front républicain. Voilà, si on prend la logique, la prochaine étape, c'est quoi? C'est d'arriver au pouvoir? Si la stratégie du Rassemblement national fonctionnait par coup de boutoir, on a déjà eu 2 accessions au second tour avec un gain de voix phénoménal entre 2017 et 2022. Là, si on prend les législatives, on part d'une poignée de députés, même pas de quoi faire un groupe, à 89. Voilà, si on trace une courbe, en effet, la prochaine étape, c'est est-ce que ce sera le coup de boutoir final qui permettra d'enfoncer la porte? C'est ce que ça dessine. Mais après, il y a 5 ans de vie politique. Bien sûr, Catherine. C'est l'union des droites. Hier soir, c'était très intéressant de voir que Marine Le Pen a dit que la recomposition politique n'est pas achevée. C'est-à-dire qu'en fait, elle est en train de reprendre à son compte la proposition d'Éric Zemmour, de dire on va rassembler les droites souverainistes, nationalistes, etc. Et c'est ça qu'elle a proposé hier soir et qu'elle est en train d'essayer de faire. Et ce coup de boutoir qui vient d'être passé le rend possible. On a déjà vu des gens, des éminents dirigeants de LR annoncer leur possible vote en faveur d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen désormais. Mathieu, on a commencé par Emmanuel Macron. On peut boucler sur, quand même, parler de claques, de gifles, de reprendre toutes les expressions de nos confrères. Mais dans l'échec d'Emmanuel Macron, il y a aussi l'échec de l'affaiblissement des extrêmes. Au lendemain... la promesse d'un affaiblissement des extrêmes, qui était même sa promesse de 2017. C'est ça. Vous vous souvenez, voilà, Oui. Alors après, on va pas lui jeter la pierre à lui tout seul. C'est pas le seul responsable, évidemment. C'est pas ce que je voulais dire. Et de la même façon, et je partage tout à fait l'avis de Catherine Tricot sur le fait qu'en désignant la NUP comme cible unique, le pouvoir a détourné le regard d'une certaine façon. Mais de la même façon, la NUP
On n'a pas entendu beaucoup, à la fois pendant la campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon s'en prendre à Marine Le Pen, et à la fois pendant cette campagne législative, la NUP agistait le spectre d'une possible entrée en force du Rassemblement national dans l'hémicycle, parce que ça ne les intéressait pas. Le seul duel de ces législatives, c'était un duel Mélenchon-Macron. Et donc, c'est deux bornes, en gros, qui n'ont pas vu arriver le Rassemblement national au Palais Bourbon. Après, oui, c'est un échec personnel pour Emmanuel Macron qui se targuait de vouloir recomposer le paysage politique. Il y a un moment où ça l'arrangeait. Il disait moi au centre et les extrêmes parce qu'ils n'auront jamais de majorité sociologique et donc je suis assuré, moi et mon camp, de conserver le pouvoir, estimait-il. Ce pari-là, on voit bien qu'il a pris un coup dans l'aile parce que la majorité sociologique, le Rassemblement national, c'est vrai, a été 2 fois de suite au 2e tour de la présidentielle. Il entre avec la première force d'opposition au Parlement et la prochaine étape, ça ne paraît plus, ce qui était fort improbable ne paraît plus impossible. En démocratie, ça ne dure jamais 1000 ans quand même, le pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que le problème, c'est que là, en voulant disqualifier la gauche et en l'appelant les extrêmes, regardez autour de la table, on les appelle les extrêmes. Enfin, je veux dire, pauvre Olivier Faure, quoi, qui se retrouve dans les extrêmes. Mais même Jean-Luc Mélenchon... Il y a d'autres socialistes qui lui ont reproché d'avoir basculé dans les extrêmes. Jean-Luc Mélenchon incarne la radicalité. La radicalité et l'extrémisme, c'est pas tout à fait la même chose. Ça ne veut pas dire la radicalité. Il veut renverser le système, c'est juste ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a du coup, j'en ai perdu le fil. Ce que je veux dire, oui, c'est ça, c'est qu'on les a disqualifiés en les appelant les extrêmes, en les rejetant, et donc du coup, on a le cercle de la raison comme étant la seule possibilité. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche qu'un temps. Il y a forcément une alternative qui va émerger. Le problème, c'est que là, elle émerge d'une façon très inquiétante. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce premier débat. Catherine, on va voir la une du dernier numéro de Regard qui avait été publié juste avant le second tour. Cet espoir de victoire des gauches, NUP, ça peut le faire. Finalement, ça ne l'a pas tout fait. Voilà, on est quand même très loin de la majorité à l'Assemblée. Et puis, je rappelle le titre de votre livre, Frédéric Pottier, ce thriller politique, La menace 732. On est aux éditions de l'Aube. Allez,